Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deux sujets au programme. Tout d'abord, la Banque Centrale Européenne qui baisse encore les taux. Et j'ai envie de dire, oh waouh, on s'y attendait pas du tout. Enfin bref. Et deuxième partie de vidéo, on va parler de deux entreprises qui ont l'air de faire beaucoup parler en ce moment, notamment une entreprise qui s'appelle Oscar, qui est une assurance assez montante apparemment aux États-Unis. Et je pense qu'on en a parlé par rapport au fait que j'ai IMSS en portefeuille, et c'est dans les deux cas le secteur de la santé. Et ensuite, The Blockchain Group, qui est une entreprise française et qui est un proxy Bitcoin et donc éligible au PEA. Et c'est peut-être par rapport au fait que ce soit éligible au PEA, comme on en a aussi plusieurs fois parlé. Donc on va aborder ça en deuxième partie de vidéo. On présentera les entreprises, on regardera un petit peu leur stratégie, leur business, et je vous demanderai aussi est-ce que c'est des business qui vous intéresseraient pour des vidéos individuelles. Évidemment, comme d'habitude, c'est un conseil en investissement, je vous partage ma vision des choses, mais au final, vous prenez vos propres décisions. Donc la BCE a annoncé qu'elle allait encore baisser les taux, et on sera sur le taux de dépôt le 11 juin 2025 à 2%. Rien d'étonnant, on avait d'ailleurs fait une vidéo hier où on disait qu'elle allait baisser, et comme par hasard, elle a baissé, et ça fait des mois et des mois qu'on en parle, et c'est normal qu'elle continue à baisser. Et on fera une conclusion sur est-ce que je pense que ça va continuer ou pas dans quelques slides un peu plus bas dans la présentation. Ici, je vous ai mis l'inflation d'un mois sur l'autre et en 12 mois glissants en Europe, enfin en zone euro. On voit que le mois dernier, on était à 0, donc pas d'inflation sur mai 2025 dans la zone euro en prenant tous les pays. Et si je vous mets sur un an en 12 mois glissants, on est à moins de 2%. On est donc sous la cible de la BCE. Vous avez en bas aussi la croissance du PIB en zone euro. On est au-delà des zéros. On n'est pas non plus sur des chiffres énormes, mais vous allez voir, après je vais vous montrer la France et l'Allemagne. Et ça va peut-être expliquer un petit peu ça aussi, même si je le précise, le mandat officiel de la Banque Centrale Européenne n'a rien à voir avec l'économie. On est normalement que sur la gestion de l'inflation sur le long terme. Donc officiellement, ce n'est pas censé peser dans la balance, mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'ai une opinion notamment par rapport aux dettes des États, etc. Au niveau de l'inflation en France, et bien sûr, mais on était en déflation. Tiens, c'est un mot qu'on a souvent prononcé sur la chaîne. Un petit peu pas étonnant, j'ai envie de dire. Et sur 12 mois glissants, on est à moins de 1% d'inflation. Et donc évidemment, ça influence beaucoup la BCE pour baisser les taux. Et au niveau du PIB, sur le quatrième trimestre 2024, on était en décroissance. Et là, on vient de faire plus 0,1% sur le premier trimestre 2025. Et si on va voir l'Allemagne, ils nous avaient fait plusieurs mois de déflation, notamment fin 2025. Là, ils sont à 0,1 sur le mois de mai. Et en 12 mois glissants, ils sont en train de tangenter les 2%. Donc le problème de l'inflation, pareil, on est en train de revenir sur les cibles de la BCE. Par contre, leur économie, si vous regardez par trimestre, deuxième trimestre 2024, moins 0,3, donc décroissance, puis plus 0,1, puis moins 0,2. Et si vous prenez le plus 0,2 de début 2024, vous étiez en décroissance en Allemagne. Là, on nous a fait un plus 0,4 sur le premier trimestre 2025. On verra la tendance long terme. Mais en tout cas, la croissance, c'est très difficile là-bas. Maintenant, je vais vous partager un avis personnel. Et ça fait longtemps que je le partage. Pour moi, la baisse des taux continuera. On ne sait pas jusqu'où, mais si on en reparle dans un an, je pense qu'on ne sera pas à 2%. C'est personnel, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, l'avenir nous le dira. Et c'est ça qui est génial avec YouTube, c'est qu'on enregistre les vidéos et puis dans le temps, on peut revenir en arrière et apprendre comme ça, parce que quand on prend une décision, l'avantage c'est que si on l'enregistre, qu'on ait raison ou tort, au moins on apprend. Je pense que les taux continueront à baisser, ça fait un an que je pense qu'ils doivent baisser et ils baissent à chaque fois. Et au niveau du quantitative easing, je pense qu'on en aura. Je pense qu'on aura de l'inflation monétaire, de la fuite en avant. Je l'ai déjà dit plein de fois, TINA, pour moi, il n'y a pas d'alternative. On est en déficit permanent au niveau des États, aussi bien aux US qu'en zone euro qu'en Angleterre ici. Les dettes ne font qu'augmenter et donc je n'ai pas le choix, je reste en actif. Je sais que les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude, je tiens à le dire. Entre la politique, les décisions qui sont prises assez court terme plutôt qu'au long terme, l'absence de gouvernement parfois, les instabilités politiques, etc., ça peut très bien donner de la volatilité dans les marchés, ça ne m'étonnerait pas du tout. Là, les marchés en bourse, on est assez haut, mais ça peut très bien corriger. Sur le court terme, j'en ai aucun doute. Et par contre, ces peurs ne changent rien à ma stratégie, car je regarde la direction sur le long terme personnellement, et c'est baisse des taux, quantitative easing, on va faire tourner la planche, il n'y a pas d'alternative, et c'est ok qu'il y ait des corrections pour moi, ça créera des opportunités. Regardons 2018, quand j'avais commencé, puis 2020, le crash de mars, puis tout 2022, la longue baisse,
Et là, je vous ai mis le petit 2025 en rouge parce qu'on vient de se prendre une baisse phénoménale en avril avec beaucoup de points d'entrée d'opportunités. Donc ça y est, on peut rajouter 2025 à la liste des grosses baisses qu'on s'est pris et qui ont créé des opportunités. Je reste en actif, je fais tout mon possible pour être en dehors du fiduciaire et je finirai ce passage là-dessus. Pourquoi est-ce que je m'amuserai à l'accumuler et l'économiser s'ils peuvent l'imprimer? Et vous comprendrez de quoi je parle. On passe à la deuxième partie de la vidéo. On va parler d'abord de Oscar Health. Donc, c'est une entreprise de technologie de la santé qui propose des plans d'assurance maladie pour les particuliers, les familles et les petites entreprises aux États-Unis. Ils se distinguent par une approche technologie utilisant l'IA, les modèles de données, etc. Enfin bref, c'est une entreprise qui est dans le monde de l'assurance et ils ont une plateforme du coup moderne, très certainement par rapport aux anciennes assurances. Et je pense qu'on m'en a parlé parce que je dis souvent qu'il y a de la disruption à venir dans le secteur de la santé, notamment avec IMSS, notamment sur laquelle je suis positionné. Et on en a peut-être parlé pour ça et aussi par rapport à quelques chiffres, notamment la valorisation pris par rapport au chiffre d'affaires à 0,41. Donc là, on est tout en haut du compte de résultats et une très forte croissance sur les 5 dernières années en composé, à savoir que c'est une petite entreprise à un petit peu plus de 4 milliards de capitalisation. Si on rentre rapidement dans le compte de résultats là, sur Yahoo Finance, on va voir qu'on a bien le chiffre d'affaires qui est en très forte croissance en annuel. C'est une entreprise qui ne perd plus d'argent depuis 2024. Toute l'année, elle n'a pas perdu d'argent et en 12 mois glissants, les bénéfices sont en train d'exploser. Ensuite, le bilan comptable et les flux de trésor, on ne va pas les regarder dans cette vidéo. Et en plus, on est sur une assurance. Et c'est des dossiers que j'analyse pas souvent parce que j'ai jamais été trop fan des assurances. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mais à voir, pourquoi pas faire une exception, comme je le dis ici. Voilà, je suis pas trop fan à titre personnel a priori. Cependant, il y a un moment, il ne faut pas non plus avoir que des a priori. Et je comprends que le titre puisse intéresser quand je vois les valorisations. Et je rajouterai aux valorisations l'avis des analystes pour les 5 prochaines années en composé. Encore une fois, c'est que l'avis des analystes. Mais pourquoi pas quand même le regarder pour au moins se demander si ça vaut pas le coup d'aller analyser le titre. Et par contre, la croissance du chiffre d'affaires depuis 5 ans, elle ne ment pas. Et on est à presque 80% par an en composé. Donc, forte croissance, faible valorisation. Je ne suis pas étonné vu les thématiques que j'aborde parfois sur la chaîne, sur certaines entreprises qui ont ce profil, qu'on soit venu m'en parler. Pourquoi pas en faire un jour une analyse complète, ou même je vais peut-être continuer l'analyse à titre personnel, mais je serais quand même curieux de savoir aussi est-ce que vous connaissez, est-ce que vous l'avez déjà analysé, est-ce que ça vaut le coup que j'y passe du temps pour une vidéo un jour, voire même pour le portefeuille, parce que souvent je vous demande, par exemple j'avais demandé il n'y a pas longtemps pour Soitec, moi l'intérêt aussi c'est que si je vais passer beaucoup de temps à analyser une entreprise pour l'amener dans une vidéo YouTube, faut aussi que ça intéresse, donc si les assurances c'est pas quelque chose qui vous branche, et pareil une entreprise aussi jeune peut-être pas non plus, ou alors à l'inverse si ça vous intéresse, je serais très curieux de savoir avant de passer beaucoup de temps à travailler dessus. Mais sur le papier, entreprise profitable, à forte croissance, dans un secteur sur lequel je mets beaucoup de bémols et de prudence, mais c'est très personnel, avec une très forte croissance et des valorisations sur le papier qui n'ont pas l'air extrêmement élevées. Même le PER actuel, il est à presque 60, mais le PER futur d'après les analystes, il est à 16. Alors après, on est sur de l'assurance, hein, ça ne va pas non plus se payer 30 à 40 fois les bénéfices, évidemment. En tout cas, ça c'est mon avis. Mais à étudier peut-être. Je serais curieux de voir ce que vous en pensez, si vous connaissez, et pourquoi pas en reparler dans le futur. On va avancer parce que la vidéo va être encore trop longue sinon. Dernière entreprise dont je voulais vous parler, c'est The Blockchain Group. C'est une entreprise française qui a beaucoup fait parler d'elle récemment, et je pense notamment parce que c'est un proxy pour s'exposer au Bitcoin via notamment le PEA, puisque c'est une entreprise française. Et donc, c'est une société de trésorerie Bitcoin. En anglais, ils disent Bitcoin Treasury. Et en fait, ils se concentrent sur l'accumulation de Bitcoin et leur stratégie vise à augmenter la quantité de Bitcoin qu'ils ont dans le bilan au fil du temps. C'est typiquement, comme je vous le disais, une Bitcoin Treasury Company sur le modèle de MicroStrategy et qui cherche à monétiser la volatilité pour passer du fiduciaire au BTC avec le pari long terme que le Bitcoin a de l'avenir. Et c'est donc pas du tout une entreprise analysable au sens habituel qu'on aurait un chiffre d'affaires, des marges, un bénéfice, des flux de trésorerie, etc. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je vous ai déjà parlé quelques fois de proxy crypto en bourse. Je fais assez rarement des vidéos dessus parce que j'ai bien conscience que c'est pas la grosse thématique de la chaîne et c'est pas forcément ce qui intéresse la communauté. Cependant, j'en parle parce que je m'y suis exposé dans le temps. Vous savez que je suis intéressé par la crypto depuis mars 2020 et les proxys, j'ai commencé il y a déjà de ça pas mal de temps du coup. Donc voilà. Et pour réexpliquer rapidement le concept, parce que c'est un sujet que je connais pas mal à titre personnel, même si j'en parle peu sur YouTube, on va les regarder ensemble rapidement et ensuite on se fera la conclusion. Donc l'entreprise, si on va directement regarder.
Actuellement, si on vient à l'acheter, on paye un peu plus de 3 fois plus cher le prix de l'entreprise par rapport au Bitcoin qu'elle a au bilan. À savoir que c'est l'entreprise, on ne regarde pas un price to free cash flow, on ne regarde pas un PER, on regarde ce qu'on appelle généralement le NAV, et donc en fait combien on est en train de payer par rapport à ce qu'ils ont de Bitcoin au bilan, puisque leur stratégie c'est de le conserver. Et donc en fait c'est juste un moyen de s'exposer au Bitcoin, mais en bourse, et aussi d'avoir du yield, du rendement. En fait, pour vous la faire courte, et d'ailleurs en conclusion, je vous demande si vous voudriez une vidéo plus complète sur ce sujet, sachant que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié à titre personnel, comme je vous le disais, peut-être revenir sur les concepts de yield, de NAV, de ATM, etc. Je ne suis pas certain que ça vous intéresse, encore une fois, donc je le demande, dites-moi en commentaire, parce qu'on ne fait pas trop de crypto sur la chaîne YouTube, et là c'est de la crypto en bourse, d'où le terme que j'utilise souvent de proxy crypto. Je l'ai beaucoup étudié à titre personnel, on va en parler rapidement ici, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ou alors si c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Bref, revenons à nos moutons. Toute la stratégie de la Bitcoin Treasury Strategy, du coup, qu'utilisent ces entreprises, c'est de venir monétiser la volatilité et la prime qui est donnée par le marché par rapport au Bitcoin qu'ils ont au bilan, en venant acheter du Bitcoin avec du fiduciaire. Et donc, évidemment, ça fait prendre le pari que la monnaie va continuer à être dévaluée et que le BTC va en profiter. BTC, c'est Bitcoin. Et plus l'entreprise est petite, plus elle peut vous donner un yield, le rendement en français. Et vous voyez effectivement que l'entreprise, entre mai et juin 2025, elle est passée de 620 bitcoins au bilan à 1471 bitcoins au bilan. Donc elle a fait x2,5 sur sa position en bitcoin, et le titre en bourse a du coup évidemment suivi. Vous voyez ici l'explosion du cours, puisque tout simplement la stratégie a été annoncée, et donc les investisseurs parient que l'entreprise va continuer à pouvoir lever de l'argent, soit via du ATM, soit via de la dette, soit via de la dette convertible. Je ne sais pas quelle stratégie ils ont adoptée. Ils ont peut-être fait du ATM, ils ont peut-être fait du convertible, ils ont peut-être fait de la dette en direct. Je ne sais pas si le site nous le dit, mais dans tous les cas, comme je vous disais, j'ai pas prévu de faire une vidéo complète aujourd'hui. Mais vu que je sais qu'énormément de personnes s'intéressent à la crypto dans le monde de la bourse, d'ailleurs de façon très raisonnable, parce que je parle avec beaucoup parmi vous, même avec les membres du programme, je sais que vous êtes nombreux à avoir une petite exposition crypto. Ça peut être en direct, ça peut être via des ETF, on en avait parlé aussi sur la chaîne, ou via des proxys bourses. Et j'imagine que de plus en plus de personnes s'exposent d'une manière ou d'une autre. On va en rester là pour aujourd'hui, la vidéo sera déjà assez longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, je voulais vraiment revenir sur ce qui s'est passé avec la BCE. Et ensuite, vous parler de ces deux entreprises. Est-ce que ou Oscar ou The Blockchain Group pourraient vous intéresser pour des vidéos individuelles? En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.